Bonjour à tous, bonjour, bonjour, ravie de vous voir aujourd'hui. On va bientôt commencer le live stream. On va attendre que tout le monde arrive, ça va nous prendre quelques petites minutes. Donc, je vais profiter de ces quelques minutes pour faire un petit rappel de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Avant toute chose, c'est une question qu'on nous pose souvent pendant ce genre de live stream. Donc oui, cette session est enregistrée. L'enregistrement est déjà en cours à partir de maintenant. Et il sera disponible après coup sur YouTube, sur notre chaîne Figma. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se sont déjà inscrits, vous le recevrez directement dans votre boîte email aussi a posteriori. Donc, pas d'inquiétude. Deuxième petit point, on aura une session questions-réponses à la toute fin du live stream. On prendra 15-10 minutes pour faire ça. Et du coup, au fil de tout le live stream, vous pourrez poser vos questions directement à nos speakers en utilisant la fonctionnalité questions-réponses qui est en bas de votre écran Zoom en ce moment. Il y a un petit bouton Q&A avec deux petites bulles. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes vos questions. Et vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes. Comme ça, on pourra les prioriser à la toute fin. Mais je ferai un rappel pendant le live stream, pas de souci. Autre petit point, vous verrez que vos messages sont paramétrés par défaut sur Host and Panelists. Donc, n'hésitez pas à les reparamétrer sur Everyone pour que tout le monde puisse voir vos commentaires et vos messages. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à commencer à nous dire d'où est-ce que vous nous rejoignez aujourd'hui. On pense qu'on a une majorité de Français, mais on a peut-être des surprises, on a peut-être des gens d'autres pays. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos villes, vos régions, ce que vous voulez. On sera très, très curieuse de voir d'où est-ce que vous venez. Et dernier point, soyez respectueux. C'est un live stream inclusif, donc on reste poli, on reste gentil, on s'aime les uns les autres. On a un code de conduite Figma et on sera assez intransigeant si on voit qu'il y a des gens qui ne le respectent pas. Voilà, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia, je suis designer advocate chez Figma. Designer advocate, c'est quoi? En fait, c'est un nom de rôle un peu bizarre pour dire que je suis designer d'expertise en profession moi-même. Et je travaille avec Figma pour faire un peu le lien entre les utilisateurs, donc les designers, et le reste de l'équipe produit, marketing, etc. Ça se traduit par ce qu'on fait aujourd'hui. Typiquement, le genre de contenu, on essaye d'amplifier du coup des voix des designers qui font des choses intéressantes. Pardon. Et à côté de ça aussi, faire remonter en interne toutes les préoccupations et les thèmes qu'on sent dans la communauté design, les faire remonter en interne chez Figma pour qu'on puisse continuer à faire évoluer le produit de la meilleure façon pour les designers. Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de deux choses qui se recoupent. On va parler avec un focus sur l'éco-conception ou l'éco-design. Et pour ça, on a choisi de prendre un angle un petit peu différent, parce que c'est un sujet qu'on voit beaucoup remonter ces derniers temps. Mais on va parler sous l'angle des alliances entre design et tech. Et la raison pour ça, c'est que c'est un sujet, je pense qu'en tant que designer, on se préoccupe énormément. On a beaucoup d'émotions, enfin de ressentis par rapport à ces sujets écologiques. Et en fait, au final, c'est pas forcément que nous qui avons la main sur les choses. C'est des sujets qui dépendent éminemment de l'implémentation de nos designs. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un sujet où vraiment, il faut qu'on commence à créer ces collaborations et créer ces échanges avec les équipes tech. Et c'est pour ça qu'on est là. Ça tombe bien, parce qu'on est avec une représentante de chaque côté. On a d'un côté Amélie, qui est designer UX UI chez Niji, et de l'autre côté, on a Christella, qui travaille à l'intégration front aussi chez Niji. Pourquoi Niji? Niji, c'est une agence en fait qui a une forte expertise sur des sujets d'éco-conception web notamment. Et il se trouve que la façon dont ils sont organisés en interne et ils collaborent justement reflète effectivement un certain nombre de bonnes pratiques sur la collaboration entre les deux parties. Et donc, je pense que c'est un sujet qui sera assez intéressant. On va tous pouvoir apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, Amélie et Christella, je vous laisse la main. Je fais disparaître ma caméra et c'est à vous. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on est ravis d'être là avec Christella. Donc, tu nous as très bien présenté Alexia. Je suis Amélie Poirier. Du coup, je suis designer chez Niji et je suis spécialisée en effet sur les sujets qui touchent à l'éco-conception et également à l'accessibilité, qui sont deux sujets qui vont de pair. Bonjour, moi c'est Christelle Henriquez, je suis responsable de la practice front chez Niji et je travaille sur des sujets de performance depuis extrêmement longtemps et maintenant plus particulièrement sur le Green IT et le Sustainable Design. Alors, on va commencer avec quelques mots de Niji. Alors, premièrement, donc Niji, c'est une entreprise française qui a vu le jour en Bretagne. On existe depuis plus de 20 ans maintenant. On est présent dans plusieurs villes françaises, mais également à Singapour et à Casablanca. On est une entreprise qui intervient sur tous les aspects du numérique, que ce soit le conseil, le design, la tech, la cybersécurité ou encore la data.
On a eu quelques success stories, de nombreuses success stories en éco-design chez Niji. Alors, la toute première dont on est très très fier, c'est le site d'Alkia, pour lequel on a eu énormément de récompenses. On en est très fier parce que c'est le premier site éco-conçu pour un acteur de l'énergie. Voilà, donc c'était un peu notre premier pied dans l'eau il y a quelques années et ça nous a poussé à aller plus loin et à vraiment nous spécialiser là-dedans. Le deuxième, ça a été notre propre site. On a voulu se positionner en tant qu'acteur engagé, c'est-à-dire que voilà, porter le message. Donc, on a voulu faire notre site en éco-conception également. Et celui dont on va vous parler plus particulièrement aujourd'hui, c'est le site RATP, notre petit dernier, le site de RATP Group, qui a été fait également totalement en éco-conception. Et du coup, au menu du jour, l'idée, en effet, c'est de vous présenter de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse autant à ce sujet-là, à l'éco-conception, en quoi est-ce qu'il consiste et le contexte dans lequel il s'inscrit. On mettra du coup ça en lumière au travers d'un use case, au travers du site RATP qu'on vient de voir juste avant. L'idée, c'est de vous transmettre toutes les bonnes pratiques pour que vous, demain, vous puissiez également mettre ça en application sur vos différents projets. Et on repartira justement avec des clés pour repartir avec toutes ces bonnes pratiques. Donc, le Green IT et l'éco-design, la première chose déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le numérique responsable, qui va avoir 4 grands piliers. Le premier, en effet, c'est de limiter les impacts environnementaux de nos services numériques qu'on crée du coup au quotidien. Tout ça aujourd'hui est porté notamment avec un référentiel qui s'appelle le RGESN, qui permet du coup de voir un petit peu en quoi consiste l'ensemble du coup de ces critères-là. Le deuxième pilier, forcément, c'est l'accessibilité, c'est de faire en sorte que notre cible du coup soit accessible à tous. Pour ça, c'est aujourd'hui légiféré par le RGAA. C'est également toutes ces notions d'éthique, de faire en sorte qu'on limite notamment la fracture numérique, de faire en sorte qu'on évite de créer des usines à gaz qui empêcheraient peut-être certains utilisateurs qui n'ont pas le dernier iPhone à la mode de pouvoir du coup naviguer sur le service. Et c'est également de respecter aussi toutes les données personnelles qu'on va demander à nos utilisateurs. Et tout ça est légiféré par du coup le RGPD. Donc, les challenges par rapport au sustainable, la première chose, et on le voit tous malheureusement aujourd'hui, c'est qu'on a un contexte mondial et une température qui ne cesse du coup d'augmenter et qui va continuer à l'être, notamment si on ne ralentit pas. Et le numérique aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un impact. Aujourd'hui, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, quels sont les aspects qui polluent plus particulièrement? On parle souvent de dématérialisation dans le numérique, mais en fait, cette dématérialisation, elle est possible qu'avec du matériel. Voilà, ça va être vos téléphones, vos ordinateurs, des serveurs. Et c'est important de garder en tête que du coup, c'est tout le cycle de vie de ces appareils qui va être producteur de gaz, parce que ça va commencer au moment où on va aller chercher les matières premières, les ressources, les minerais, qui vont ensuite être envoyés dans les usines pour créer votre matériel. Une fois qu'ils sont prêts en usine, ils sont envoyés un peu partout dans le monde pour être vendus. Et en fin de vie, soit ils sont détruits, soit ils sont recyclés. Et même dans cette phase de recyclage, ils vont repartir encore vers les usines, vers les industries. Donc, c'est tout ça aujourd'hui qui fait que ça consomme. Et aujourd'hui, le but de l'éco-conception, c'est d'économiser vos batteries, vos écrans, vos CPU et donc d'augmenter la vie de vos appareils. La petite image qu'on aime bien utiliser, c'est que voilà, on appelle ça le cloud, le nuage dans nos esprits, sauf que le cloud, en vrai, c'est des hectares et des hectares de serveurs qui sont sous terre et qui consomment énormément d'énergie. Et du coup, si de votre côté, vous avez envie d'initier cette pratique-là et d'avoir quelques arguments auprès de notamment votre hiérarchie ou votre gouvernance, il y a trois grands arguments qu'on peut du coup avancer, qui sont la première chose, le fait d'anticiper la loi. On sait qu'aujourd'hui, ça, ce sont des choses qui sont énormément discutées, notamment au Sénat. Donc, le fait du coup d'anticiper la loi, c'est aussi plus facile pour la suite, plutôt que d'être dans une contrainte de devoir y passer et avoir peut-être une amende au bout du chemin. Donc, anticiper, mettre progressivement les choses en place, ça, c'est le premier argument.
La deuxième chose, c'est que ça va permettre de réduire les coûts. L'idée, c'est que, étant donné qu'on va créer moins de choses, moins de fonctionnalités, on va aussi avoir derrière peut-être moins de serveurs qui vont tourner, moins de données du coup à stocker et puis également moins de choses à entretenir. Donc du coup, ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième, c'est également en termes d'image de marque. On le voit aujourd'hui, ça a été le cas avec Dalkia, où les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là et accordent de l'importance. Et du coup, c'est un vrai levier aussi de différenciation, de prouver que du coup, on arrive à faire des services qui sont du coup moins impactants pour notre planète et également pour nous. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut agir lors d'un projet? C'est au moment de la conception. 80% des choix et des impacts économiques, sociaux et environnementaux se font en phase de design et de conception. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 45% environ des features qui sont sur des sites ne sont jamais utilisées. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'agir dès le début et avec tous les métiers et toutes les parties prenantes du projet. L'idée fondamentale derrière l'éco-conception, c'est de réduire le temps que vos utilisateurs vont passer sur les sites. Même si ça peut être paradoxal parce qu'on est vers la course aujourd'hui à la data, le SEO, et voilà, que la personne, au contraire, reste plus longtemps chez nous. En vrai, on se rend compte qu'avec l'éco-conception, une personne va trouver l'information beaucoup plus rapidement et va revenir beaucoup plus souvent, en fait, parce que l'expérience sera beaucoup plus agréable pour elle. Et du coup, si on fait un rapide tour d'horizon de quelques success stories que nous avons eus chez Niji, la première chose déjà, ce qu'il faut comprendre, dans le vocabulaire là qu'on va utiliser, c'est qu'on utilise, tout un tas d'outils et l'un des plus connus, c'est EcoIndex qui, à la manière d'un éco-score, que vous pouvez avoir sur vos boîtes de céréales quand vous allez au supermarché, qui vous indique avec une note qui va de A à G si, du coup, l'aliment a une note, assez bonne avec les notes de A ou B. On a la même chose en fait avec, le numérique. Donc pour cela, il suffit de rentrer, l'URL, du coup du site en question et ça nous donne cette fameuse note, donc du coup le curseur de savoir où est-ce qu'on se positionne. Donc le site de Niji, là l'idée ça a été vraiment d'être radical, de vouloir atteindre vraiment les premières notes, d'avoir la note de A et pour ça, il a fallu montrer notamment du coup, cette audace, faire en sorte que du coup on montre également, l'interface, qui, du coup est en noir et blanc, utilise des éléments SVG, montrer vraiment cette forme de frugalité. Ça a aussi un intérêt de le faire de cette façon-là parce que ça peut également mémoriser, du coup, l'expérience une fois qu'on sera arrivé sur ce site parce qu'il est complètement différent, de tous les autres. Alors en effet, Amélie, vous en parlez, nous aujourd'hui sur le site de Niji, on a un éco-score de A sur tout le site, donc sur 100% de notre site. Et on a également une note de plus de 90 sur Lighthouse, qui est l'outil de test de performance de Google. Il faut savoir, pour la petite histoire, que tout notre nouveau site aujourd'hui pèse plus léger que l'ancienne homepage, donc est beaucoup plus léger que juste l'ancienne homepage. Donc voilà, ça montre que quand on s'y met, quand on se concentre, quand on fait un petit effort, on a des choses exceptionnelles qui se passent et on l'a montré sur notre site. Alors A, du coup, on n'est pas loin de la perfection. Mais B, il faut savoir que c'est une note très honorable. Vous le voyez dans l'éco-index, hein, on est toujours dans le vert et ça vous permet d'être beaucoup moins radical en termes de design. Et un design justement qui est moins radical, où on ne voit pas l'éco-conception au prime abord, c'est aussi quelque chose qui est souvent demandé parce qu'on a peur de toucher du coup à son image de marque, mais pour autant on a envie d'y aller. Et c'était le cas de RATP, qui est du coup le troisième opérateur mondial de la mobilité urbaine, qui s'inscrit au-delà d'un site web sur un ensemble de sobriété numérique nous a du coup commandé ce site-là, qui est du coup le site de l'écosystème de tout RATP avec l'ensemble des filiales qu'ils peuvent adresser. Un site qui soit du coup éco-conçu et qui soit également accessible parce que les deux vont de pair. Donc là, l'idée, en effet, c'était de créer l'éco-conception, mais d'une façon du coup surprenante. Donc, on va voir du coup tout ça ensemble. Là où du coup, c'est quand même intéressant de montrer et de prouver, en quoi est-ce que le site, est plus léger, est plus éco-conçu,
par rapport à avant, on fait en tout cas une image à l'instant T avant de le refondre pour savoir où est-ce qu'il se situe par rapport à notre note. Donc là, on a un avant-après, notamment de la homepage, où on voit qu'avant, on avait la note de E et qu'aujourd'hui, on a réussi à atteindre la note de B avec un score qui est à 76 sur 100. Et pour ça, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter, en termes de conception, les 12 grandes étapes, qui, du coup, chapeautent, tout le cheminement, du coup, pour créer ces sites-là. Donc là, en noir, ce que vous voyez en surbrillance, c'est, vraiment les étapes par lesquelles on va passer, du coup, sur le fichier Figma. Et la toute première, c'est, du coup, le mapping, de contenu. Et l'idée, c'est de vous présenter à quoi est-ce que celui-ci ressemble et à quoi est-ce qu'il sert. Un mapping de contenu, donc là, vous avez la vue finale de celui-ci. Ça sert en fait à lister l'ensemble des typologies de contenu, de pages que vous, du coup, vous avez sur le site en question. Ça permet de voir également comment est-ce que les contenus sont reliés entre eux. Ça permet également de voir commencer à apparaître ce qu'on appelle du coup les templates, comme par exemple le template pour les publications, pour les use cases, les actualités et les articles de fond. Et c'est également à ce moment-là qu'on va se poser la question de la stratégie de fin de vie de nos contenus. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un exemple simple, ce qui nous est arrivé notamment dans notre projet, on a eu un changement de président à la RATP à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, c'est devenu une actualité chaude sur le site. Donc, on s'est dit, une actualité chaude, elle va rester pendant 6 mois sur le site et ensuite, elle va disparaître. Mais pour certaines actualités, comme ce changement de présidence, on s'est dit, ça, par contre, ça doit rester. Et donc, du coup, les actualités, au bout de 6 mois, pour celles qui devaient rester, ont basculé comme étant, du coup, un article de fond. Donc, toutes ces stratégies de contenu, c'est à ce moment-là, du coup, qu'on va, du coup, décider de le mettre en place. Ensuite, l'autre atelier qu'on va du coup faire du coup tous ensemble, c'est à l'étape numéro 6, les bonnes pratiques sur lesquelles on va être capable de s'engager. Là, l'idée, c'est de faire monter tout le monde sur le pont, l'ensemble des métiers, que chacun porte la responsabilité du coup de son expertise. Et pour ça, à l'image du coup du référentiel général d'éco-conception des services numériques, on va aller chercher un référent par famille de métiers. Donc, le référent pour la stratégie, les spécifications, un référent pour le design UX, un référent pour la direction artistique de création, également pour le contenu, le SEO, l'analytics, le front, le back, l'architecture et l'hébergement. L'idée, c'est que par famille de métiers, on reliste toutes les bonnes pratiques qui peuvent être appliquées à chacun d'entre eux et de savoir sur quelles pratiques on est capable de s'engager. Donc, chaque projet est différent, chaque contexte est différent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique pour du coup éco-concevoir. Il y a un curseur à trouver. Et là, notamment, on savait qu'à ce stade-là du projet, notamment sur la direction artistique, on pouvait déjà limiter le nombre de typographies. Donc ça, on savait qu'on pouvait s'engager. Donc du coup, on utilise le petit pouce vert sur FigJam pour garder ça en mémoire. Là où on avait encore des questions, c'est notamment sur les animations. On ne savait pas si ça pouvait passer. Donc, du coup, on s'est permis de mettre un point d'interrogation pour pouvoir y répondre plus tardivement sur le projet. Et ensuite, une fois qu'on est aligné sur toutes ces bonnes pratiques, on sait à peu près ce que chacun va devoir mettre en place à son niveau, vient le moment du concept, du look and feel, comme on l'appelle, pour savoir comment est-ce qu'on va repositionner l'ADN de marque de la RATP, tout en étant vraiment dans une démarche de frugalité, de sobriété, etc. Le brief était clair, le site ne devait pas être en noir et blanc. Ce n'est pas parce que c'est de l'éco-conception qu'on interdit la couleur, bien évidemment. On devait du coup conserver du coup les images. Donc pour ça, on a travaillé vraiment un ensemble de systèmes graphiques avec des éléments SVG qui sont du coup beaucoup plus légers que de l'iconographie. Et du coup, on les a intégrés comme ça dans des éléments du coup vectoriels avec des motifs qui évoquent du coup le mouvement sans pour autant créer de l'animation, mais simplement en créant cette illusion-là.
Et l'autre chose, c'était également par rapport à nos contrastes colorés, faire en sorte qu'ils soient toujours bien accessibles. Du coup, de vérifier si un bleu marine fonctionnait toujours du coup sur un bleu clair. Donc ça, c'est l'autre chose. De rationaliser également le nombre de typographies, c'est également ce qu'on a créé. Donc tout ça, ça a créé un vocabulaire graphique, riche, modulable et en même temps éco-conçu et unique pour du coup le client qu'on a adressé ici. Donc, une fois qu'on a du coup posé le look and feel, on peut du coup commencer à poser du coup le POC, venir du coup tester des choses. Et pour cela, on vient toujours pareil. Donc là, cette fois-ci, c'est un travail qui va se faire plutôt côté design uniquement. En tout cas, au tout début, l'idée, c'est de se mettre en chambre et d'essayer de produire sur une page qu'on aura du coup ciblée et de venir appliquer en fait l'ensemble du look and feel. Donc souvent, la page qu'on prend, c'est la home page et on vient voir comment est-ce qu'on peut du coup traduire tout ça avec tout ce qui a été posé par les UX designers du coup en amont. Donc là, à ce moment-là, on s'interdit rien, on pose un petit peu l'ensemble de nos blocs et ensuite on se permet du coup d'aller voir les équipes techniques et on vient avec cette proposition-là. Alors en effet, nous, chez Niji, les équipes techniques et les équipes de design travaillent main dans la main. Avant de présenter une maquette à un client ou à un sponsor, on va toujours le faire valider par les deux parties. Donc c'est le moment un petit peu où on va intervenir. Une fois que les designers ont posé leur première idée, on va intervenir du coup pour faire une review technique, vérifier si tout est bon, vérifier si on est conforme aux KPI qu'on aura défini plus en amont. Et du coup, donc lors de l'atelier, on a défini toute une liste de bonnes pratiques, donc voir si on est bon sur toute cette liste de bonnes pratiques. Juste au-dessus des maquettes, vous voyez une petite indication de requête par graphe. Alors une requête, c'est tout ce qui va être chargé sur votre site. Ça va être les fonds, ça va être les images, ça va être le JavaScript, ça va être le style. Voilà, c'est vraiment toutes les requêtes, tous les éléments qui vont constituer votre site. Et nous, là, le but du jeu, c'est de limiter ce nombre de requêtes et les poids de la page. Donc, on est passé à une V2 qui était un petit peu plus colorée. Mais il faut savoir que le site RATP, il a été fait sur WordPress, qui est donc un CMS de contribution. Donc, on sait que c'est un site qui va vivre, on sait que c'est un site qui va bouger, on sait que ça doit être modulaire. Et là, on avait une première problématique au niveau du header, c'est qu'on était obligé de séparer les images, parce que forcément, le titre, il pouvait être plus grand, plus petit, le sous-titre aussi. Donc, il fallait qu'on découpe une image à gauche, une image à droite, une image en bas. Ça faisait déjà 3 requêtes. On avait également les 4 petits blocs que vous voyez, les solutions expertise, qui avaient une petite iconographie chacun. Bon, ça, c'est pareil, c'est 4 requêtes de plus. Donc, on s'est dit, OK, on va le simplifier. On est passé à une 3e version. Donc là, on voit tout de suite une version beaucoup plus simple. On a une image unique, du coup, beaucoup plus pratique pour la contribution et en termes de nombre de chargements. On a retiré, du coup, tous les éléments superflus graphiques qui n'apportaient pas forcément grand-chose à la maquette. Et on est arrivé donc à notre version finale, qui est la version qu'on a poké. Alors, un POC, c'est quoi? C'est un proof of concept. Le proof of concept, c'est donc de tester que le concept marche. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment intégré et développé cette homepage pour vérifier qu'on rentrait dans les KPI, dans la note qu'on s'était fixée, à savoir la note de B. Et super surprise, on a eu la note de B du premier coup, dès qu'on a fait le POC, ça a marché tout de suite. Donc on pouvait partir en ligne droite sur notre concept. Ça nous a permis du coup d'isoler des grandes parties de cette maquette. Donc on a commencé du coup à isoler le nombre d'images qu'on allait avoir sur nos pages. On a commencé à vérifier un peu le découpage de nos blocs. On a commencé à vérifier comment est-ce qu'on allait pouvoir trouver des concepts simples et légers pour mettre en place ces images créatives. Donc notamment dans les flèches un petit peu plus bas, on a des flèches au niveau des boutons qu'on va retrouver, qui sont, au final, c'est la même flèche, c'est-à-dire que c'est juste qu'on applique un effet de rotation en CSS, ou alors on va changer sa couleur en CSS, on va s'appuyer sur le SVG pour ça. On a également l'effet de box shadow que vous voyez juste sur la droite, qui parfois est jaune, parfois est rose, parfois est vert. Là, on a développé une petite fonction pour que ce box shadow puisse être appliqué à n'importe quel élément de façon la plus simple possible.
On a aussi travaillé sur sur le séparateur que vous voyez en dessous, où en fait, il s'avère que nous, dans notre code, eh ben, c'est juste un accent circonflexe qu'on a répété X fois pour reproduire cet effet-là. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on va trouver du coup des petites techniques, qu'on va discuter ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut être le plus léger possible et qu'est-ce qu'on peut proposer pour voilà, réduire un peu le poids de notre site, parce que c'est la clé du coup de l'éco-conception, c'est faire en sorte que les éléments soient le plus légers, prennent le moins d'espace dans le serveur et se chargent le plus rapidement pour les utilisateurs. Pour ça, en fait, avec Amélie et avec les équipes de design et de tech, en fait, on communique beaucoup par Figma. On se met des commentaires, voilà, ça nous permet de suivre un peu notre projet, ça nous permet de vérifier où on en est, ça nous permet de nous poser des questions. Parce que pour la petite histoire, Amélie est à Rennes, moi je suis à Paris avec les équipes de gestion de projet et l'équipe de développement est à Lille. Donc, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le système de commentaires Figma pour, voilà, pour avoir le suivi, pour avoir l'historique un peu de tous nos échanges. Et vous voyez un petit peu sur le côté, alors nos commentaires sont plus là parce que voilà, on a plein de projets et tout a été nettoyé, mais vous voyez un peu un petit historique de nos échanges. Et voilà, c'est quotidien, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, pour vraiment qu'on soit synchro et qu'on communique toujours ensemble. Donc, une fois que le POC a été posé, nous, on vient du coup créer ce qu'on appelle notre toolkit, qui du coup permet du coup de venir centraliser l'ensemble de la donnée. Étant donné qu'on est organisé en format du coup agence, on a des projets qui vont du coup à un certain rythme et donc du coup les erreurs elles peuvent être du coup vite arriver. Donc pour ça, le toolkit ça nous permet vraiment de centraliser en fait la donnée et de venir dire si tout d'un coup dans ma maquette quand du coup j'ai créé certains blocs et j'ai créé une erreur, si on a une hésitation, c'est vraiment ici qu'on va venir voir la véracité de l'information qu'on cherche. Donc, la première chose déjà qu'on va poser, c'est l'ensemble du coup des tokens qu'on veut utiliser. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les variables sur Figma. Maintenant, on adore les utiliser. Mais donc, du coup, on travaille de cette façon-là. On vient du coup identifier l'ensemble des typographies qu'on va utiliser. De la même façon, on vient lister l'ensemble de nos couleurs en décrivant comment est-ce qu'on va les utiliser. Est-ce que c'est des couleurs informatives? Est-ce que c'est des couleurs plus esthétiques? On peut également venir renseigner les différentes ombres portées, du coup, comme ici, qu'on va souhaiter du coup avoir dans la maquette, tout en les rationalisant aussi. L'idée, ce n'est pas d'en créer plein. C'est vraiment à chaque fois de vraiment donner un cas de figure. Donc, par exemple, avoir des ombres portées XXL pour les éléments du coup un peu plus volumineux et puis pour les plus petits éléments, avoir uniquement des ombres portées avec quelque chose de beaucoup plus fin. C'est également dans cet endroit-là qu'on va pouvoir retrouver en fait l'ensemble de nos différents états, aussi bien du coup de la navigation, avec la sous-navigation, avec également les différentes entrées en fonction de ce qu'elles vont activer en termes du coup de sous-menus. Et c'est également là qu'on va pouvoir commencer à avoir l'ensemble de nos composants, de nos variants également qu'on va souhaiter traiter. Ça va permettre également, comme sur le bloc expertise ici, voir comment est-ce qu'on traite sur un même bloc différents contenus, quand on en a 5, quand on en a 4, quand on en a 3, 2 et puis 1, pour toujours faire en sorte qu'avec un seul bloc, on arrive à faire une multitude de compositions. Et c'est également à ce moment-là qu'on va du coup venir poser un vocabulaire commun qui va du coup permettre du coup d'avoir un moyen de discussion qui soit clair et valable pour l'ensemble des acteurs qui vont du coup travailler sur le projet. Alors en effet, Amélie vous en a parlé, le toolkit, nous, côté technique, c'est un peu notre bible graphique. Voilà, dès qu'il y a une nouvelle maquette, on va se référer à ça. Alors pas que les développeurs ou les intégrateurs, on a aussi nos testeurs qui vont se référer à cet outil-là, donc c'est vraiment notre référence. On va avoir par exemple le cas pour le bloc enjeu. Je vous l'ai dit, c'est un site qui était modulaire et qui va vivre. On avait besoin de voir comment est-ce que ce bloc allait réagir quand il a moins de texte, quand il a plus de texte. Donc ça nous permet d'avoir vraiment tous les cas de figure et de pouvoir nous concentrer sur le design pur sans avoir tout le gabarit, parce que sur un site WordPress, ça fonctionne comme un Lego, c'est des briques qui s'assemblent, donc
Tous ces modules vont servir à construire des pages et sont à disposition du client pour construire des pages. Et ça nous permet en effet d'avoir toutes les informations et ça nous sert même de spec, c'est-à-dire que vraiment c'est notre valeur sûre. Et surtout, Amélie en a parlé aussi, c'est notre langage commun. Pour vous donner un petit exemple de à quoi ça ressemble, nous, de notre côté technique quand on écrit du style. Alors nous, en intégration, on travaille principalement en SAS. Là, ce que vous voyez, c'est des variables de couleur, c'est-à-dire que nous, on va poser, comme aujourd'hui sur Figma, nos tokens, on appelle ça des variables, mais aujourd'hui, on va poser des variables de couleur en leur donnant des noms, et c'est assez sympa de voir qu'aujourd'hui, c'est Figma qui fait un pas vers les logiques tech, en fait, en mettant en place des logiques de variables, en mettant en place le dev mode. Nous, on travaille comme ça depuis des années. Vous avez sur le côté donc, la petite fonction dont je vous parlais pour les shadows. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de style. Alors, ça paraît abstrait comme ça, mais en vrai, dans cette fonction, on passe 2 paramètres. Quand on la pose, on lui passe un paramètre, quelle est la couleur qu'on veut sur la shadow, et quelle est la taille qu'on veut sur cette shadow. Et hop, on peut l'appliquer sur n'importe quel bloc. Et enfin, on a cette logique d'architecture où nous, on va construire tous nos éléments les uns après les autres dans une logique de cascade, donc comme le CSS. On va commencer par nos classes utilitaires, qu'on appelle nous les classes utilitaires, qui sont donc les couleurs, les fontes, les breakpoints. Voilà, ça va être des petites animations, des règles d'accessibilité. Ensuite, on va poser nos composants basiques. Les boutons, les liens, les textes, les titres, voilà, vraiment les composants de base qu'on va réutiliser sur tous nos blocs. Et ensuite, on va poser donc les blocs, où là, nous, on travaille principalement en anglais, mais on est raccord avec les noms qui sont côté Figma. Donc là, c'est toute la liste de blocs que vous voyez qui sont utilisés sur le site RATP. Ensuite, on va travailler nos éléments communs, nos éléments de gabarit, de layout, qui vont être le header, le footer, la navigation, qui sont en gros les éléments qu'on va retrouver tout au long du site internet. Et enfin, les templates, qui eux présentent parfois des spécificités, comme la page de recherche ou une page pour postuler à une offre d'emploi. Voilà, donc pour que vous compreniez bien, nous, notre logique et notre structure dans nos fichiers de style, on s'appuie sur votre logique de design, sur la logique de design qui a été créée par les designers. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un toolkit propre, un fichier de composants qui est clean, parce que nous, derrière, on va exactement reproduire ce que vous avez imaginé. Alors, je crois que c'est toi, Amélie, qui continue, oui. Donc, une fois qu'on a en effet posé tous les assets, on va du coup partir sur la partie craft. Donc là, on va commencer du coup à décliner l'ensemble de nos écrans parce qu'on connaît du coup, on sait que notre concept peut fonctionner du coup avec l'éco-conception et on va du coup venir appliquer ça sur du coup l'ensemble des pages qui va du coup constituer le site. Donc pour ça, l'idée, c'est toujours la même chose. On échange du coup via les commentaires, on échange de vive voix quand c'est des choses plus complexes à échanger ensemble et on n'hésite pas également à rajouter des petites notes comme ça qui va permettre du coup de documenter les choses dont on doit absolument tous se rappeler. Et l'idée à ce niveau-là également, c'est de venir nommer également l'ensemble de nos templates. Des fois, on a besoin de faire vivre un template d'une forme et à d'autres moments d'une autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde la page détail d'une filiale comme ici, à un moment donné, on a quelque chose qui va varier dans la maquette. Donc, par exemple, ça peut être le fait d'avoir une page comme ce bloc-là qui vient apparaître et qui n'apparaît pas ici. L'idée, c'est vraiment de l'écrire en toutes lettres pour que du coup, côté développeur, ils n'aient pas à jouer au jeu des 7 erreurs de savoir quelle est la différence entre les deux maquettes. Donc ça, pareil, on l'indique très clairement qu'à un moment donné, il y a un bloc où il n'y a pas de filiale et puis un autre où il y en a un. Donc ça, c'est ce qui permet aussi de clarifier aussi les échanges qu'on va avoir avec les équipes techniques. Alors, en effet, et plus que ça, nous aujourd'hui, Figma, on s'en sert même comme documentation de suivi de projet. Vous voyez sur le côté, sur la liste des pages, vous voyez des petits icônes. Donc, on a une première page avec les templates validés en desktop, avec le petit check. Une deuxième page avec les templates validés en mobile. On a aussi la page des templates en cours. Ça nous permet, nous, dès qu'on ouvre le Figma, de savoir voilà, s'il y a des choses qui ont été validées entre-temps, parce qu'on n'est pas non plus tout le temps ensemble, on n'a pas toujours les infos. Et c'est Figma qui va nous servir de vérification de tout ça.
Et nous, en intégration, on aime bien créer un petit élément supplémentaire qu'on appelle notre bac à sable. C'est un terme de développeur, d'appeler ça une sandbox, qui est en gros l'endroit où on va s'amuser, en fait, tout simplement. Un peu comme les enfants. Et en fait, on va pouvoir s'amuser, bouger des choses, tester des choses sans détruire le design des créatifs. Nous, ce qu'on va utiliser beaucoup, ça va être les règles, premièrement sur Figma, parce que voilà, ça va nous permettre de vérifier un petit peu notre corps de page. Est-ce que tout est bien aligné? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est conforme au layout qu'on a déterminé? On va aussi un peu tester la capacité de la page à évoluer. Voilà, on va rajouter du texte, retirer du texte, déplacer des éléments. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça un bac à sable. C'est pour vérifier que ça va tenir quand tout va bouger. Un autre élément qu'on utilise beaucoup, enfin que moi j'utilise beaucoup et qui est mon meilleur ami, c'est le Alt. Vous gardez le petit Alt ou option pour ceux qui sont sur Mac appuyé et en fait, ça va vous donner les espacements. Moi, ça me permet de vérifier en effet les spacings, de voir qu'on est conforme à la règle qu'on a mis en place. Dans le cadre du séparateur dont je vous parlais un petit peu plus tôt, on sait qu'on a utilisé donc, ce petit icône qui est répété X fois. Bon, là, le Alt, il me permet de vérifier, OK, entre une ligne et une autre ligne, voilà, j'ai 10 pixels d'écart. Donc, tout ça c'est des outils qui sont très, très utiles pour nous, en tout cas, côté technique et qu'on utilise constamment. Donc voilà pour du coup le tour d'horizon par rapport au fichier Figma et à l'ensemble du coup des choses qu'on va vouloir du coup appliquer sur nos maquettes dans ce cas de figure-là. Et donc du coup, s'il fallait retenir quelques clés pour du coup mettre en place l'éco-design chez vous, du coup dans vos services, côté designer, la première chose, c'est vraiment d'identifier tous ensemble en fait les bonnes pratiques sur lesquelles chacun a envie de s'engager, également d'argumenter pourquoi on s'engage là-dessus, de discuter également avec du coup votre client, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire également avec lui, mais vraiment que l'ensemble des expertises se réunissent vraiment en amont du projet, au tout début de la conception, pour savoir comment est-ce qu'on peut composer l'ensemble de ce puzzle-là. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. L'autre chose à garder également en tête, c'est un peu le leitmotiv, d'éliminer ce qui n'est pas essentiel. Ça, c'est quelque chose qu'on va répéter tout au long du projet. Éliminer les fonctionnalités qui ne sont pas essentielles, éviter d'avoir des usines à gaz, d'avoir des fonctionnalités derrière qui ne seront peut-être pas utilisées par vos utilisateurs. Donc vraiment, venir les interroger au regard des besoins utilisateurs, ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui fait de façon plus générale partie des bonnes pratiques UX, et également de venir simplifier les parcours utilisateurs. L'idée, c'est de faire en sorte également que vos utilisateurs puissent atteindre le plus facilement le but qu'ils se sont fixés, pour éviter de passer de page en page, de limiter la dépense de requêtes derrière. Ça va être également de valoriser les éléments SVG, donc des éléments SVG qui ne sont pas complexes, sinon on peut arriver au même résultat qu'avec une image, mais vraiment des éléments SVG qui sont du coup légers, ça c'est l'autre chose. Et également de toujours rester aligné avec les normes d'accessibilité, de faire en sorte de toujours checker ce qu'on essaye du coup de mettre. Et pour ça, il y a notamment pas mal de plugins sur Figma qui permettent de le faire. Alors, côté développement, moi, ce que je conseillerais, c'est de toujours penser réutilisabilité. Voilà, il faut travailler ces composants et ces éléments pour qu'ils soient réutilisables au maximum et éviter les spécificités graphiques. Ça arrive parfois que voilà, il y a un nouveau bloc qui arrive, qui est totalement différent de tous les autres, parce qu'on trouve que ça rend bien, parce que on trouve que pour l'effet est sympa. Voilà, nous là-dessus, en côté tech, on est assez tatillon. On va demander aux graphistes de nous justifier la spécificité, c'est-à-dire est-ce que fonctionnellement, cette spécificité graphique a un but, parce que c'est un bloc qui va être utilisé qu'une seule fois. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Toujours penser comment est-ce que je peux réutiliser les choses qu'on a créées. Ensuite, le point clé, ça va être, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est d'économiser les données qui vont être téléchargées sur votre site. Donc, voilà, d'économiser sur le poids des images, d'économiser sur
le nombre voilà, d'animations, de fontes, ça c'est un travail extrêmement important. Sur les images, on a aujourd'hui des nouveaux formats qui existent comme le WebP ou le JPEG 2000 qui sont des formats beaucoup plus légers et qui permettent tout de suite de diviser par 4 le poids d'une image. Donc toujours garder en tête comment est-ce que je peux économiser en data téléchargée côté utilisateur. Et enfin, le point le plus important, c'est de tester et de mesurer tout au long du parcours. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles aujourd'hui, EcoIndex étant l'un des principaux. Mais vous pouvez aussi tester des outils de performance. Il y a donc Google Lighthouse, vous avez GTmetrix, vous avez Yellow Lab. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de tester tout au long du parcours, tout au long de votre processus de création qu'on est bon. Parce que souvent, on se dit on a testé au début et puis on retestera à la fin. Et tester à la fin, c'est trop tard. Il faut vraiment tester tout au long pour vérifier qu'on est resté dans notre bonne ligne directive. Et puis, pour avoir une collaboration qui soit du coup réussite côté design et tech, côté designer, si j'avais 3 choses à vous raconter, la première chose, ça serait déjà de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, de ne pas se contraindre au tout début, pour ensuite peut-être être plus ouvert aussi avec les discussions côté tech qu'on peut avoir. Et c'est également le cas quand on éco-conçoit aussi. Des fois, on va vouloir se limiter énormément parce qu'on a un peu cette peur de se dire, il ne faut pas que je mette trop d'éléments, pas trop de fonctionnalités, pas trop de telle et telle chose. Non, on est libre, on est là ensuite pour discuter et apporter aussi nos idées et aussi garder aussi notre créativité malgré du coup les contraintes que peuvent engager du coup l'éco-design. L'autre chose, justement, c'est de communiquer sans limite, de ne pas hésiter à noter des petits commentaires quand c'est des petits points d'échange assez rapides. Mais dès que ça devient un peu plus complexe, pas hésiter à déclencher un appel de vive voix, d'échanger à tout moment. C'est ce qui permet aussi de lever certains freins qu'on pourrait avoir. Et l'autre chose, c'est justement d'avoir un vocabulaire commun. C'est ce qui va permettre de créer également la bonne entente, de savoir qu'on parle de la même chose, qu'on n'est pas parti sur un autre sujet. Se mettre d'accord là-dessus, pareil, c'est quelque chose qui peut peut-être prendre un petit peu de temps en début de projet, se dire qu'on a autre chose à faire que faire ça. Mais non, ça a grandement son importance, surtout sur des projets comme ceux-là. Alors pour ma part, s'il y a des techs aujourd'hui avec nous, le point le plus important, c'est vraiment de prendre le temps d'expliquer les contraintes techniques et de vulgariser les choses pour les designers. Voilà, ils sont demandeurs, ils veulent comprendre pourquoi est-ce que parfois on ne peut pas faire certaines choses, pourquoi est-ce que c'est pas possible. Donc vraiment prendre le temps de discuter avec eux et de vulgariser les choses. Ça va avec le deuxième point, du coup, être attentif, être à l'écoute, ne pas imposer de contraintes sans raison. Voilà, encore une fois, toujours prendre le temps, on est une équipe, on fonctionne tous ensemble, donc prendre le temps d'expliquer les choses. Et bien entendu, le dernier point, ne pas hésiter à suggérer des compromis, en plus de les accepter bien sûr, mais parfois juste des petites idées, un petit twist sur un design, quelque chose de très léger va permettre tout de suite de débloquer une situation. Donc vraiment pour la partie tech, n'hésitez pas aussi à proposer des choses que vous avez vues. Merci beaucoup. On a fini Merci beaucoup. le tour de présentation. Merci beaucoup à toutes les deux. Je suis un petit peu émue parce que la quantité et la qualité à la fois des questions et des discussions que j'ai vues passer et dans le chat et dans la fonction Q&A, j'ai rarement vu ça. Donc merci à tous d'avoir participé à la discussion et dans le chat et d'avoir posé toutes vos questions. Alors je suis malheureuse qu'on a énormément de questions et on n'aura définitivement pas le temps de toutes les couvrir. Donc je vous encourage, si on n'arrive pas à poser, notez les questions que vous avez posées. Et si on n'arrive pas à les poser dans le temps imparti, n'hésitez pas à recontacter Amélie, Christella derrière sur LinkedIn ou sur les autres plateformes que vous voulez mettre à disposition. Donc voilà, je suis désolée d'avance, mais on a des très très bonnes questions. Je vais me lancer directement. Je pars sur les questions qui ont été le plus upvotées dans la fonction Q&A, donc n'hésitez pas à continuer à voter pour les questions que vous voulez passer en priorité. Première question de Yacine. Comment savoir si votre maquette Figma est éco-conçue? Est-ce qu'il y a un plugin pour savoir si on est dans la bonne direction? Donc avant de passer en POC, je vois Christella qui fait un léger nom de la tête. Le lien prototype de Figma que vous mettez devant EcoIndex ne fonctionne pas. Il paraît qu'il y en a qui ont essayé. Il paraît qu'il y en a qui ont tenté de mettre le lien du prototype dans le site EcoIndex, donc ça ne marche pas. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît.
Non, mais Non, bah, pour répondre à la question, on aimerait beaucoup aujourd'hui que ça existe et qu'une maquette, tout de suite, on puisse nous dire si c'est éco-conçu. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de la façon dont les éléments vont être chargés. C'est-à-dire que même si vous, côté design, vous avez réfléchi votre maquette de la plus simple, la façon la plus simple possible, ça va dépendre du format de l'image, ça va dépendre du style, comment est-ce qu'il a été rédigé. Donc ça, c'est ce que vous disiez, Alexia, au début, c'est que malgré toute votre bonne volonté côté design, si vous n'avez pas la tech pour vous accompagner là-dessus, les personnes qui vont ensuite prendre votre design et le transformer en code, vous n'arriverez jamais à faire de l'éco-conception. Donc juste une maquette, on ne pourra jamais savoir si juste une maquette est éco-conçue. C'est vraiment un partenariat entre les deux parties et un échange entre les deux parties. Et voilà, et l'idée, c'est de communiquer ensemble, de discuter ensemble et de tester. Voilà, encore une fois, il n'y a que par le test qu'on peut prouver que ça marche. Merci beaucoup. Même une autre question de Yacine, qui a été très assidue. Alors, on revient sur une question, enfin, sur un des points que vous avez évoqué au tout début sur le coût. Donc, je pense que vous avez déjà une réponse de prête. Mais un site éco-conçu coûte-t-il plus cher à une entreprise? c'est une bonne question, ça. En fait, on peut estimer qu'on va passer plus de temps en termes de conception parce qu'on va du coup échanger beaucoup plus que sur un projet standard parce qu'on va re-questionner plus de choses. Il y a aussi la question du changement aussi qui va prendre plus de temps. Donc, en termes de conception, c'est un moment qui peut-être qui va être budgétisé un petit peu plus fortement. Après, là où on va économiser des choses, c'est vraiment sur les coûts de TMA et de maintenance. Étant donné qu'on va du coup créer moins de choses, derrière, on aura aussi moins de choses à entretenir. On aura aussi moins de serveurs du coup, qui seront sollicités. Donc, c'est là-dessus qu'on va gagner. Mais c'est comme un investissement. En tout cas, c'est comme ça que je le définirais là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose, Christella? Non, je confirme le point de vue d'Amélie. C'est vraiment en conception qu'on va passer plus de temps. Après, c'est vrai que nous, chez Niji, maintenant, c'est devenu un exercice qu'on a l'habitude de faire. Donc, on remarque que d'un site à un autre, on va de plus en plus vite parce que voilà, on apprend des choses nous aussi en faisant. Donc voilà, oui, le premier site, vous y passerez plus de temps si ce n'est pas un sujet que vous maîtrisez. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que ça devient des automatismes. En fait, ça devient des logiques automatiques. Les bonnes pratiques, on les connaît et maintenant, on les intègre automatiquement dans notre façon de travailler. Je vais passer directement à la question suivante, parce qu'on est sur le temps. Je vois qu'il y a une question sur des expériences, en tout cas des produits qui ont été designés par Niji. Je vais sauter celle-là. Si vous voulez, n'hésitez pas à contacter directement les équipes de Niji pour les poser. Je vais me concentrer plutôt sur les questions qui sont liées à la collaboration de façon générale ou juste à la partie, enfin, au key learnings qu'on peut avoir. Donc, désolée, Laïla, je saute ta question. Camille pose la question. Alors, on a eu pas mal de questions sur l'éducation des développeurs, notamment sur toute la partie éco-conception. Et en fait, est-ce que du coup, l'impetus est plutôt côté design de porter ces sujets-là, ou est-ce que c'est plutôt côté tech? Et si oui, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les techs sont éduqués à ces sujets-là? Où est-ce où est-ce que quelqu'un qui est côté intégration peut apprendre justement à maîtriser ces sujets-là? Ou comment est-ce qu'un designer peut aider un front-end dev à apprendre de ces sujets-là? Comment est-ce qu'on peut... C'est drôle. En fonction des croyances de chacun, certains vont imaginer que c'est des sujets qui sont du coup très design et d'autres vont imaginer que c'est des sujets du coup très tech. Bah, pour moi, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre, quoi. C'est du 50-50, comme on l'a vu avec l'atelier des bonnes pratiques. L'idée, c'est en allant sur ce type d'atelier, en listant vraiment toutes les bonnes pratiques qu'on peut appliquer à nos métiers, qu'on va également enrichir aussi notre connaissance, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire côté tech. Côté tech, eux vont voir côté design, nous, qu'est-ce qu'on peut également appliquer. Donc, du coup, pour moi, c'est un 50-50. Christella, si tu veux ajouter quelque Non, chose. non, je suis d'accord, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ça part d'une envie, quel que soit le métier, quel que soit le profil, ça part d'une envie de se renseigner sur le sujet, d'en apprendre un petit peu plus et de diffuser la bonne parole un petit peu autour de nous. Nous c'est parti comme ça chez Niji, en fait. Donc, c'est pas le design plus que la tech qui va apporter ce sujet. Donc, voilà, vraiment, au départ, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de se renseigner et puis partager les choses. Il y a énormément de choses qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Il y a des MOOC, il y a des livres qui sont très bien, les 115 bonnes pratiques d'éco-conception de Frédéric Bordage. Voilà, faut vraiment pas hésiter à rechercher et à partager les choses. Super, j'avais posé sur la question de si vous avez des ressources à recommander, mais du coup, tu l'as déjà fait. Il y en a plein. Je pense qu'une heure ne suffirait pas à tout recommander. Il y en a beaucoup de ressources.
Alors, on a un peu répondu déjà à la question. J'ai une question sur est-ce que vous avez un référent spécifique au Green IT dans votre organisation? Est-ce que c'est plutôt une responsabilité partagée? J'ai l'impression de ce que tu réponds que c'est plutôt le côté responsabilité partagée aujourd'hui. Vous n'avez pas forcément une personne C'est qui pas porte ça. En Hmm. fait, naturellement, il y a un peu dans chacune des teams des référents qui portent ces sujets-là, mais c'est à tout niveau. C'est même en gestion de projet, sur le delivery aussi, qu'on a aussi des personnes qui sont très expertes sur le sujet. Coucou Christine, hein, voilà, c'est vraiment tout le monde à son niveau a un rôle à jouer. Et donc, du coup, c'est en y allant tous ensemble qu'on arrive à produire ça, quoi. Et qui crée aussi une relation aussi forte, quoi, parce que on est aligné de faire un numérique qui soit plus responsable pour tous aussi. Et de la même, enfin, sans transition aucune, là, on parlait plutôt de l'acculturation au sein des équipes et notamment entre designers, développeurs qui portent la balle, est-ce qu'il y a un référent, etc. Mais on a des questions aussi sur comment amener ces sujets d'éco-conception face à un client qui n'est pas forcément dans cette démarche-là à l'origine, ou alors à des parties prenantes ou à des sponsors qui ne recherchent pas forcément ça ou qui sont un peu dubitatifs. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes, enfin, quels arguments est-ce que vous pourrez donner à des gens qui cherchent justement à mettre en avant ces sujets-là, alors que ce n'est pas forcément le KPI qui est cherché par le stakeholder ou par le sponsor? Là encore, ça va être toutes les phases de sensibilisation, en fait, d'expliquer pourquoi on le fait, d'aller avec des exemples clairs, montrer qu'est-ce qu'on peut gagner avec des KPI du coup clairs. C'est des arguments du coup très forts et qu'on engage aussi beaucoup. Et la pédagogie, oui, ça passe par la formation, expliquer justement, peut-être casser certaines croyances qui limitent peut-être l'éco-conception à juste supprimer des images, de dire non, il y a plein de bonnes pratiques et c'est juste savoir sur lesquelles vous avez envie de vous engager, quoi. Donc c'est Mhm. pareil, c'est la notion de la discussion et de l'exemple qui peut aider. Ouais. Et nous, il y a un point côté technique qu'on aime bien mettre en avant, c'est que l'éco-conception, 80% de l'éco-conception, c'est de la performance. Et de la performance, aujourd'hui, ça va ramener des meilleures notes sur Google, ça va ramener beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, un site performant sera beaucoup mieux perçu par tout le monde. Donc, voilà, vraiment, juste passer le cap de l'éco-conception, c'est une petite étape supplémentaire. Voilà, c'est vraiment pas si difficile que ça. Mhm, mhm, mhm. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que la question suivante passe sur la définition des OKR et des KPI pour un design sustainable. Donc, comment est-ce que vous recommandez soit les ateliers à faire ou soit même si vous avez déjà des KPI un peu fourre-tout, comment est-ce que vous recommandez de définir justement ces KPI-là? Aujourd'hui, il y a un outil, donc elle vous en a parlé, EcoIndex, on s'appuie beaucoup dessus du coup pour remonter les KPI, donc cette fameuse note qui va de A à F. C'est un échange qu'on a avec nos clients déjà, de savoir est-ce que eux veulent aller jusqu'au A ou est-ce qu'au contraire ils veulent être plutôt dans un concept de sobriété numérique sans être voilà, à l'extrême. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait avec RATP. On est parti chercher le B plutôt que le A pour avoir un petit peu plus de liberté graphique. Vous avez des plugins que vous pouvez installer sur Chrome. Donc Green IT est un plugin qui est disponible sur Chrome voilà, pour pouvoir tester vos sites internet. Vous avez Lighthouse qui vous permet aussi de tester la performance de votre site, les temps de chargement. Alors vous allez voir, il va vous le dire tout de suite, hein, il passe en rouge quand c'est pas bien ou en orange et il va vous le mettre en vert quand c'est top. Donc on s'appuie beaucoup sur des outils de test de performance pour ça. Et les KPI, on les définit avec le client la plupart du temps. Ok. Une petite question qui commence à tomber dans des conseils un peu plus concrets UX UI. Camille demande s'il y a des couleurs qui sont plus gourmandes en énergie que d'autres. Non. Alors, au Ouais. début, on y a cru. Quand il y a 2 ans, c'était un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. On n'a pas de couleurs qui sont plus gourmandes que l'autre. Par contre, il y a aujourd'hui un échange sur les écrans OLED, à savoir l'utilisation du noir. Parce que les écrans OLED ne retransmettent pas la couleur noire. Donc, ce qui fait que utiliser le noir sur son site internet, sur un écran OLED, ça va moins consommer d'énergie parce que ça n'allume pas la LED. Mais les écrans OLED aujourd'hui sont tellement. Il y en a très très peu. Enfin, sur des ordinateurs, sur nos téléphones, on n'a pas encore ça. Sur nos ordinateurs portables, on n'a pas encore ça. Donc, c'est pas encore, ça rentre pas encore dans les bonnes pratiques toujours à mettre en place parce que c'est vraiment infime. Mais voilà, il y a cette discussion qui commence à arriver avec les OLED. Oui. Et j'ai vu tout à l'heure une question passer, je crois qu'elle est un peu plus basse dans les votes, mais sur justement, est-ce que le dark mode, c'est quelque chose qui est reconnu universellement comme une bonne pratique?
Ou est-ce que... Honnêtement, sur un téléphone portable, non. Enfin, vraiment, ça n'a aucun impact sur l'éco-conception. Ça va avoir un impact pour du design éthique, de l'inclusivité. Donc, c'est important quand même de le prendre en compte et de le garder en tête. Mais pour la partie sustainable, sur le web, aujourd'hui, voilà, le dark mode, c'est très infime, le gain qu'on va avoir sur le dark mode. Il y a énormément de questions. Est-ce qu'on a le temps? On a encore un petit peu de temps. Allez. Je reviendrai sur des questions. Je vois qu'il y a des questions sur des plateformes tech. Donc ça, ce sera pour toi, Christella. On reviendra un petit peu dessus après. Mais tant qu'on parle plutôt du UX/UI, est-ce que, Amélie, tu serais capable de revenir sur les bonnes pratiques d'éco-conception côté UX/UI? Tu avais évoqué tout à l'heure, effectivement, le nombre de typos. Tu avais parlé aussi de questionnements sur les animations. Donc, est-ce que tu pourrais juste faire un espèce de petit récap de bonnes pratiques à avoir en tête au jour le jour? Autre chose, ce qu'on pourrait citer, c'est également alléger les éléments transverses, c'est-à-dire les éléments qui vont revenir sur l'ensemble de vos pages. Donc, le header, le footer, faire en sorte d'avoir des arborescences qui limitent également la profondeur. Concevoir aussi sur des petits devices aussi, ça limite l'envie de vouloir en rajouter toujours plus. On peut également citer d'avoir des conteneurs, éviter qu'ils soient flex, de faire en sorte peut-être qu'ils se tiennent à 1200 pixels sur desktop. Faire en sorte de ne pas avoir des vidéos également en autoplay. C'est aussi des choses qu'on va limiter. Également, limiter le nombre de carousels. Donc, c'est aussi des bonnes pratiques qu'on peut également citer. Merci beaucoup. On va revenir du coup sur les questions de plateforme dont je te parlais tout à l'heure, Christella. On me demande, enfin Julien demande pourquoi ne pas passer par une solution headless plutôt qu'un CMS WordPress qui est un peu plus gourmand en requête de données. Alors, on a passé WordPress en headless. Il faut savoir que WordPress est ouvert, hein, et ça permet de faire beaucoup de choses. Donc là, aujourd'hui, le site RATP est quand même, ça n'empêche pas de faire du headless, d'être sur du WordPress. Et j'ai vu quelqu'un qui demandait quid de Webflow. Alors Christella, je ne sais pas si tu... Si, Webflow, je le connais. Alors là, on est dans des sujets un petit peu plus délicats parce que Webflow, c'est une application en ligne qu'on ne maîtrise absolument pas. On ne peut pas mettre les mains dedans, on ne peut pas vérifier où est-ce que c'est hébergé. Voilà, on n'a pas le contrôle sur ça. Donc, nous, c'est vrai que quand on travaille en éco-conception, on fait tout from scratch. De A à Z, parce que ça nous permet de garder le contrôle et de pouvoir vraiment mesurer. Donc, on n'utilise pas de librairie externe, on n'utilise pas de feuilles de style toutes prêtes, on n'utilise pas de choses comme Bootstrap ou voilà, de librairie de composants. On fait vraiment tout à la main parce que d'une, on maîtrise l'accessibilité, qui est un point important pour nous. On maîtrise le code et on va vraiment travailler notre documentation propre à la façon dont on aura construit et propre à notre besoin, en fait. Merci beaucoup. Il nous reste 4 petites minutes. Allez, alors j'ai des questions sur... Enfin, ça, après, vous pouvez aussi les répondre en tapant directement les réponses pour que les gens puissent les récupérer. Mais en verbatim, quel plugin Figma est-ce que vous utilisez pour tester l'accessibilité? Et tout à l'heure, vous évoquez un plugin Figma, notamment par rapport aux images. Donc, je vous laisse faire le récap de tous les plugins Figma que vous pensez être utiles. Du coup, je ne les connais pas par cœur, hein. Comme vous voulez. On peut faire un retour plus tard après dessus si vous le Oui, souhaitez. bah, à ce moment-là, on peut les relister, aller chercher et on les redira. Je viens. N'hésitez pas à le refaire en commentaire sur la vidéo YouTube une fois qu'elle sera postée pour que tout le monde puisse y accéder. Et alors, je passe en revue les autres questions qui nous restent. On a à peu près couvert toutes les grandes thématiques. Alors, si, il y avait une question un petit peu intéressante. Je reviens dessus. Sur RATP en particulier, j'ai dit que je ne parle pas de projet, mais on va parler de projet. Est-ce que vous avez revu intégralement adapter la charte graphique? Et surtout, en fait, je pense que ce serait bien d'extrapoler cette question pour poser une question plus globale sur des organisations qui sont en produit versus en projet, parce que vous travaillez beaucoup dans des logiques de projet, mais comment est-ce que vous approcheriez un sujet qui a un fort legacy, où tout existe déjà, tout est déjà mis en place sur la base tech, il faut faire avec. Bah, la première chose, moi, je dirais, c'est d'auditer, en fait, hein. C'est d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe, prendre un peu la température, répondre aux critères du RGESN, faire tourner différents outils. Ça, c'est ce qui vous permettra déjà de voir qu'est-ce qui est bon. Et puis, parce qu'il y a sûrement aussi des bonnes choses qui sont faites. L'éco-conception, c'est aussi de la performance. Donc, j'imagine que les produits aussi répondent à ces normes-là. Et puis voir justement ceux qui sont KO, et c'est comme ça qu'on saura sur quoi est-ce qu'on a besoin de s'aligner pour la suite.
Tout à fait. Merci. C'est ce qu'on a fait pour RATP d'ailleurs. On a commencé par un audit pour voir quels étaient les points vraiment qui étaient les plus problématiques et à traiter dans le cadre de l'éco-conception. Et j'ai posé une dernière question qui juste vient de moi, Figma. Excusez-moi d'avance. Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement que depuis ce projet sur RATP, entre-temps, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, notamment les variables que vous utilisez maintenant. On a aussi DevMod qui est un outil qui vise à faciliter la collaboration entre développeurs et designers. Et du coup, je vais juste avoir un premier retour d'expérience sur maintenant que vous avez ces outils-là en main, à quoi ressemblent vos workflows par rapport à ce que vous avez montré juste avant. Bah, déjà, c'est que ça permet du coup de vraiment d'éviter d'être dans cette surenchère qu'on peut avoir du coup facilement, notamment quand on est du coup créatif, de venir rationaliser ça avec du coup les variables, les tokens, etc., de centraliser tout ça à un moment donné à un endroit, ça permet déjà ça. Et puis pareil, dans le langage aussi, ça nous force, en tout cas nous en tant que designers, à avoir quelque chose qui soit aussi plus nette et plus propre et qui va rejoindre aussi la nomenclature côté tech en fait. Oui, tout à fait. Parce que s'il y a des techs aujourd'hui avec nous, il y a des choses, je pense qu'on a tous vécu, c'est de trouver des noms pour nos variables. Donc aujourd'hui, ce travail, il est un petit peu plus partagé. On est moins tout seul dans cette recherche de noms pour nos couleurs, pour nos fonds, tout ça. Donc c'est vrai que moi, je trouve ça génial que, voilà, que Figma fasse un pas vers les méthodologies de travail des développeurs. En fait, nous, c'est des choses, on travaille déjà depuis 30 ans. En toute transparence, le mode dev, on n'a pas encore tant creusé que ça. On l'a testé, on a joué avec. Mais nous, c'est vrai qu'on a tellement nos habitudes de travail où, en fait, en voyant un fichier, on sait comment le découper, on sait comment il fonctionne, et voilà, on est capable d'y mettre une logique tout de suite. Donc, c'est vrai que ce n'est pas encore un outil qu'on a vraiment poussé, mais voilà, ça nous permet de jeter un coup d'œil, de switcher entre les deux quand on a besoin, de vérifier si ce qu'on a est bon, si ce qu'on a vu. Voilà, pour l'instant, on est en phase de découverte encore de notre côté. Pas de souci. Alors, je vois les conversations qu'il y a dans le chat sont phénoménales. Donc, merci beaucoup tous de votre implication et de répondre les uns aux autres à vos questions. C'est vraiment extra. On va pouvoir partager un petit sondage très rapidement. C'est le, le timing pour déclencher. Pour savoir s'il y en a parmi vous qui êtes là aujourd'hui qui sont intéressés pour prendre contact avec nous et discuter un petit peu plus. Et puis, je laisse un petit peu de temps pour que tout le monde puisse y répondre. Et puis voilà, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à nous partager avant qu'on wrap up? Bah, merci beaucoup. On est ravis en tout cas de défendre ces sujets-là qui nous tiennent du coup à cœur, dans lesquels du coup on est très investis également chez Niji. Donc on était ravis d'échanger sur le sujet, puis on espère qu'il y en aura plein d'autres derrière. Super. Merci beaucoup à nouveau. C'est un sujet voilà, qui nous tenait à cœur. On est très, très fiers d'avoir pu mettre cette plateforme, notre plateforme qu'on a à disposition pour le faire rendre un peu plus accessible au grand public. Et donc, n'hésitez pas quand le live stream, enfin, quand le replay sera sur YouTube, à le partager autour de vous, le partager à vos devs. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui n'ont pas encore été répondues à Christella et à Amélie. Et voilà. Puis merci à tous d'être venus. Merci. Merci à vous. Au revoir.